Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Richard Berry. Il répète actuellement les grandes plaidoiries que nous pourrons découvrir dès le 12 septembre au Théâtre Antoine. Un acteur, 5 plaidoiries, 5 moments de vérité. David, je vous laisse avec Maître Berry. J'ai envie de le défendre parce que c'est un super beau projet puisque en 1h30, il va incarner 5 avocats au style très différent qui doivent plaider des accusés qui ont commis des choses très différentes. Ça va de quelqu'un qui est passible de la peine de mort à une femme qui a un infanticide, une femme qui a congelé ses enfants. Toutes ces affaires sont vraies. L'originalité de la pièce, c'est qu'il n'y a pas de texte des plaidoiries. Les plaidoiries ne sont pas données à la presse. Donc il y a eu un travail de recomposition de la plaidoirie et de documentation incroyable. Ouais, ma première question, parce que je sais qu'elle va vous inspirer, Richard Berry, c'est pourquoi ça s'appelle « Je vous demande l'impossible ». Oui. Je vous demande l'impossible, c'est c'est la façon dont conclut sa plaidoirie, dont Henri Leclerc conclut sa plaidoirie, à la fin donc de la plaidoirie qu'il fait pour Véronique Courgeot, qui a, comme vous le dites, congelé 2 de ses bébés et brûlé le 3e quand même. Donc triple infanticide. Triple infanticide. Il dit, il voudrait qu'elle soit libérée ce soir, même si ça vous paraît impossible. Je vous demande l'impossible. J'ai souvent demandé l'impossible aux juges et aux jurés. Je ne l'ai pas toujours eu, mais je l'ai eu quelquefois. Je vous demande l'impossible parce que l'impossible me paraît juste, tout simplement. Et juste pour elle, juste pour ses enfants, etc., etc. Vous venez de m'émouvoir. Mais c'est fait exprès. Mais quand on entend la plaidoirie, moi je voulais pas la faire au départ, tellement l'idée me paraissait insupportable. Invraisemblable, oui. Il le dit d'ailleurs, tuer ses enfants, c'est insupportable. Mais sa plaidoirie fait en sorte qu'on comprend enfin ce que signifie le déni de grossesse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quelque chose dont on n'avait jamais parlé à cette époque. Et on comprend que finalement cette femme est quasiment innocente de ce qu'elle a fait. Elle ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Et elle dit peu à peu, elle déchire des brumes effroyables. Elle se rend compte et elle va porter en elle le drame de ce qu'elle a fait toute sa vie. Parce qu'elle comprend. Et donc on a envie de la libérer, quoi. Et vous nous en parlez comme si nous étions vos amis. Mais oui. Parce que c'est ça qui est très important dans la pièce. Chaque avocat a son style de plaidoirie. Vous m'avez dit avant d'entrer dans le plateau, Maître Henri Leclerc parle aux jurés sur cette plaidoirie en intimité avec les membres du jury. Il leur parle comme à ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne projette pas. Il dit on est là ensemble, on va se parler un moment, vous et moi. On va essayer de comprendre, de réfléchir. Il parle très doucement. On lui a souvent même reproché parfois de ne pas parler assez fort. C'est-à-dire qu'il amène les gens à lui. C'est assez intéressant à faire d'ailleurs quand on est acteur. Ces différentes façons qu'ont les avocats de s'exprimer. Et on sent très bien dans sa façon de faire que d'abord il n'y a aucune note. Rien n'est écrit. Il improvise, ce qui est très difficile à apprendre parce que il saute du coq à l'âne. Ouais. Il répète 2-3 fois les mêmes choses. Même si ça vous paraît impossible, il cherche son texte. Et donc vous-même, vous petit faites à petit, je fais sa plaidoirie. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que, et j'espère que c'est ce qu'on va réussir à faire avec le spectacle, on va mettre le public dans la position des jurés. Bon. Et c'est extraordinaire pour le public, et ça c'est même extrêmement ludique, de se dire, tiens, je suis en train d'assister à un grand procès et j'assiste à la plaidoirie d'un grand avocat, d'un grand ténor. Qu'est-ce que vous avez comme autre dossier dans votre spectacle, si je puis dire? J'ai l'affaire Papon, plaidée par Michel Zaoui, qui est un exemple d'intelligence, parce qu'il fait un parallèle entre le crime contre l'humanité et le crime ordinaire, comme il dit, le crime de droit commun, quoi. Et il explique qu'aucun criminel ne pourra jamais reconnaître qu'il a commis un crime contre l'humanité, parce que ça passe par différentes mains. C'est un crime qui passe de main en main, et on ne sait jamais quand il commence, on ne sait jamais quand il se commet, et etc., etc. Et là, c'est assez fort comme parallèle, et en même temps, c'est assez bouleversant, parce que on comprend tout d'un coup que finalement, celui qui est le maillon de cette chaîne se sent totalement innocent de ce crime-là. Et là, parce qu'il est dans une chaîne. Parce qu'il est dans cette chaîne. Voilà. Et là, il arrive à faire prendre conscience que, en fin de compte, même si on est un maillon, on est quand même un des criminels de cette chaîne. Ça, c'est passionnant. Puis il y a l'affaire Ranucci avec Paul Lombard, qui plaide évidemment contre la peine de mort.
qui va malheureusement ne pas obtenir la libération. Et ça, je le regrette beaucoup parce que c'est une affaire, moi, qui m'a passionné à cette époque. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui... parce que je pense qu'il y a énormément de circonstances atténuantes. Quand il est mort, il a... On rappelle ce dont on l'accuse ? Il a tué une petite fille. Voilà. Moi, je suis convaincu que c'est faux. Et il y a tellement d'éléments qui peuvent faire penser que... On pourrait, en tous les cas, au moins, avoir un doute. Dans ce cas-là, il n'aurait jamais dû être exécuté, quoi, voilà. Et moi, je trouve cette plaidoirie assez bouleversante, d'autant plus que je sais que quelques secondes avant de mourir, il a demandé à son avocat, il a dit « réhabilitez-moi ». Et ça fait maintenant, je ne sais plus, une trentaine d'années qu'on essaie de le réhabiliter et que le dossier est très difficile à rouvrir. Est-ce que le style de Paul Lombard, vous avez évoqué celui de Maître Henri Leclerc, tout en intimité, en toucher de balle, hein, si on fait une comparaison avec le tennis, est-ce que Maître Lombard, quand il plaide contre la condamnation à mort, il est plus dans le smash et des coups d'éclat à la volée? Il est plus percutant, il est plus dans les phrases emblématiques, dans des formulations assez élaborées. Mais il touche quand même au cœur. Il est moins en prise directe avec les gens, ça c'est sûr. Mais en même temps, il développe des arguments qui auraient dû normalement... Vous savez, moi, ce qui me frappe, par exemple, dans un procès comme celui de Ranucci, c'est que ça a duré que 2 jours. Oui. On a décidé de la vie d'un homme en 48 heures. Voilà, en 48 heures. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait impossible. On a aussi, le ministre de l'époque a réclamé, Poniatowski a dit, moi, si ça ne tenait qu'à moi, il serait condamné à mort, on l'exécuterait. Ce qui est aberrant aujourd'hui, quoi. Alors, j'ai aussi comme affaire, si vous voulez. Oui. J'ai la super cabine et il tourne. Ça tourne, ça tourne très très fort. J'ai l'affaire Bouna Traoré, ces 2 gamins. Ziad et Bouna. Ziad et Bouna, voilà, qui ont été brûlés dans le transformateur de la centrale de Clichy-sous-Bois. Et plaidoirie extraordinaire faite par Jean-Pierre Mignard, qui raconte une traque. Et c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on assiste à un mauvais film, la façon dont il la raconte. Il la raconte minute par minute, étape par étape. Et puis tout d'un coup, on les suit, ces gosses qui courent, puis qui sont poursuivis. Et puis la police qui fait le silence, qui essaye de les serrer, etc., etc. Et puis ces gosses qui, au bout d'un moment, pour échapper à la police, vont se réfugier dans la centrale. C'est formidable. Il y a quelque chose de merveilleux ce soir, c'est que vous êtes totalement possédé par vos textes. Vous n'avez plus de questions à me poser. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que vous êtes avocat. Ouais. Juste une précision pour nos téléspectateurs. Puisqu'on ne peut pas enregistrer des plaidoiries... Ouais. Comment il a fait? Voilà. Alors, comment a fait Mathieu Aron? Parce que c'est ça qui est... Mathieu Aron, déjà, a assisté à lui-même à certaines de ses plaidoiries. Il prenait des notes? Voilà, il prenait des notes. Pour ses papiers? Pour ses papiers, donc il y en a certaines qu'il a même, je pense, pu retranscrire lui-même. Ensuite, il est allé voir les avocats et il les a réélaborés avec eux. Il y en a même un parmi eux, je ne dirais pas qui lui a dit « je vais te la refaire ». Et qui lui a refait la plaidoirie qu'il avait faite comme ça 20 ans auparavant. Et il a pris des notes, etc. Ils ont tous accepté. Et c'est extrait d'un livre qui s'appelle « Les grandes plaidoiries », dans lequel il y a à peu près une trentaine de plaidoiries absolument formidables. Mais en quoi on sait qu'on est quasiment ou pas dans la vraie plaidoirie? Vous comprenez c'est une plaidoirie, c'est des vraies plaidoiries. C'est leurs mots, c'est leur avec leurs mots, on est bien d'accord, et leurs phrases. Parfait. Vous avez eu la tentation d'aller voir et Leclerc et Mignard pour leur dire, pour vous documenter, ou vous êtes fié juste au texte et vous n'avez pas eu, parce qu'ils sont encore vivants, ces Alors bien sûr, Lombard non, est décédé, mais j'ai posé la question à certains d'entre eux, et mais pas précisément ce que je vais faire là, mais je vais rencontrer bientôt l'un d'entre eux, mais d'autres que j'ai rencontrés, qui sont dans le livre, comme Christian Charrière-Bournazel, comme Dupond-Moretti, et ce sont vraiment leurs plaidoiries. Par exemple, celle du Dupond-Moretti, qui est dans le livre, avait d'ailleurs été éditée dans Le Monde. Je veux dire, il les revendique, c'est des plaidoiries. Donc, c'est tout à fait possible, à un moment donné, de réélaborer ces plaidoiries. Ce sont, pour répondre à votre question, Monsieur Calvi, ce sont de vraies plaidoiries. Qu'est-ce que vous a appris, ce travail que vous faites sur ces plaidoiries et ces répétitions? Ça m'a appris... c'est d'ailleurs Leclerc qui le dit très très bien, à transformer le regard. Le pouvoir des mots peut transformer le regard qu'on peut porter sur tel ou tel fait de société. Ça, c'est
extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être assez intéressant pour les spectateurs, qui peuvent arriver avec certains préjugés dans certaines affaires et qui vont peut-être en ressortir transformés. Mais est-ce que vous trouvez que ces avocats sont de grands acteurs? Alors, je pense qu'il y a un pouvoir de conviction. Je ne pense pas... L'acteur, lui, c'est pas ses mots, en général. Non. Là, la force de l'avocat, c'est que ce sont ses mots. Donc, il est à la fois un grand auteur, si je peux dire, et un grand acteur, parce qu'il faut aussi les faire passer, les mots. Il y a des acteurs qui ont moins de charisme et qui vont être moins efficaces quand ils vont plaider. Et on sent bien, d'ailleurs, dans les façons extrêmement différentes qu'ils ont de s'exprimer, chacun d'entre eux, qu'ils ont un style, une façon extrêmement opposée, parfois, de le faire. Quand vous enfilez cette robe d'avocat qui n'est pas neutre, un peu comme un comédien quand il met un costume d'époque, mais mettre la robe de l'avocat, est-ce que ça vous engage presque au-delà du rôle et vous vous dites, cette pièce, c'est quand même une défense de la justice ou un plaidoyer contre l'injustice et je suis au-delà de mon métier de comédien. Absolument. Absolument. D'ailleurs, vous savez, quand j'ai essayé à la Maison Bosque ma robe d'avocat, qu'ils m'ont faite sur mesure, le type, très gentiment, m'explique pourquoi c'est une robe d'avocat. Il m'explique que la robe d'avocat doit couvrir complètement tous les attributs extérieurs, bijoux, costumes, chemises de la personne pour désociabiliser l'apparence extérieure. Et alors ça m'intéresse beaucoup parce que je me suis dit, ça va dans mon sens, ça, car à la fin, ma dernière plaidoirie, c'est la plaidoirie de Gisèle Halimi. Je fais donc la plaidoirie d'une femme. Et moi, je pense que au-delà de cette désocialisation, il y a une désexualisation. C'est-à-dire qu'en réalité, dès lors qu'on a une robe d'avocat, on est la parole de la justice et il n'y a plus d'hommes, de femmes, de classe sociale qui comptent. On est la parole de la justice. Est-ce que c'est un plaidoyer pour la justice, finalement, cette pièce et ces textes que vous allez interpréter? Ou peut-être au contraire, je ne sais pas. Comment vous en ressortez? Je pense que oui, parce que même quand les avocats en question ont perdu, par exemple, je pense à Mignard, les deux brigadiers, là, ont été acquittés. Donc il a perdu. Pourtant, la plaidoirie est extraordinaire. Je pense que ce qu'il en reste, en tous les cas, c'est quand même une conscience de la possibilité de justice et, dans le cas de Mignard, de l'injustice. Qui vous défendrait si un jour vous avez des ennuis? Vous avez choisi parmi ces 5 avocats celui qui vous semblerait le plus adapté à votre personnalité? Oui. Bah moi, j'ai des amis, alors je choisirais mes amis en priorité, c'est-à-dire Christian Charrière-Bournazel, par exemple, qui est un ami d'enfance à moi, donc je l'appellerai en premier. Vous n'avez pas choisi entre les 5 avocats il a choisi un copain. Il a choisi un pote. Une bonne façon de botter en touche. De botter en touche, exactement. Merci infiniment, Richard Berry, d'être venu nous voir ce soir. Plaidoirie, la pièce d'Éric Théobald, à partir donc du 12 septembre au Théâtre Antoine à Paris. Et on retrouve votre mise en scène de l'Ordre des Choses. Ce sera au Théâtre de la Michaudière à partir du 25 septembre. Merci d'être venu nous voir. Bonne répétition. On était ravis de passer ce moment avec vous.